Parce que vous me parlez de plusieurs millions, mais justement pour la reconstruction de Mayotte, on nous a promis plusieurs milliards d'euros qui devraient être injectés dans le territoire pour permettre sa reconstruction. Et plus on avance, et moins on voit l'argent arriver. C'est faux. Enfin, ce que vous dites est faux, totalement. Et je crains que, d'ailleurs, ça ne soit une méconnaissance de votre part qui est, à mon avis, coupable. On nous a promis 3 milliards. Mais attendez. Est-ce qu'on a eu 3 milliards? Écoutez-moi. D'abord, vous avez un programme interministériel d'investissement qui s'appelle le PIT. Monsieur François-Xavier Bieuville, bonjour. Bienvenue dans Politics, l'émission qui traite de l'actualité des hommes et des femmes politiques de Mayotte. Pour commencer, le 24 février 2024, vous posez le pied à Mayotte comme préfet. 2 ans plus tard, vous partez pour la Loire. Si vous deviez dire à votre enfant ce qu'est Mayotte en une phrase, que diriez-vous? Une des plus belles îles de l'océan Indien, qui est une des plus belles îles de la France. Devenir préfet, c'est une carrière qui se vit en famille, ou plutôt malgré la famille. Comment votre entourage a-t-il accueilli l'annonce de Mayotte? Non, une carrière préfectorale, c'est une carrière qui se vit en famille, même si on a un temps de séparation physique. Mais moi, j'ai la chance d'avoir une épouse d'abord qui est beaucoup venue à Mayotte. Elle a dû venir au moins une douzaine de fois, donc elle connaît bien Mayotte comme moi. Elle en a profité autant que moi. Et puis ensuite, on s'est appelé quasiment tous les jours, ou presque. Donc on n'a jamais eu la distance au sein du couple. Après, oui, il y a une séparation physique, mais ça fait partie du métier. Pourquoi elle n'est pas venue avec vous? Elle n'est pas venue avec moi, pourquoi? Parce qu'elle a des enfants, qu'elle travaille en région parisienne et qu'elle ne pouvait pas ni abandonner la scolarisation de ses enfants, ni même remettre en cause son travail. Elle n'aurait pas eu ces contraintes-là, elle serait venue, d'ailleurs, elle me l'a dit souvent, mais ces contraintes-là sont importantes, donc on les préserve. Mayotte semble être le territoire à expérimenter pour monter plus vite les échelons de la hiérarchie. Avez-vous choisi Mayotte pour garnir votre CV? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que d'abord, je ne suis pas venu à Mayotte, je suis venu pour Mayotte. Pour venir à Mayotte, il faut être volontaire et du coup, ça transforme le à Mayotte pour Mayotte. Premièrement. Deuxièmement, moi, je suis un vieil ultramarin, comme on dit. C'est mon 4e poste outre-mer, si je fais le total. J'étais directeur général de l'ADOM, je me suis occupé de formation professionnelle pendant 5 ans au profit des jeunes des Outre-mer. J'ai été en poste à La Réunion, j'ai été en poste en Nouvelle-Calédonie, j'ai fait du cabinet ministériel. Donc, si vous voulez, pour moi, l'Outre-mer, c'est une des grandes facettes et une des grandes richesses de la France. Donc, moi, c'est pas du tout l'idée de gagner des échelons, de gagner du rang. Moi, je suis venu pour Mayotte parce que c'était un territoire que j'avais envie de servir et parce que je savais qu'il y avait des enjeux. J'espère que je les ai servis. Mais il n'y a jamais eu d'idée derrière de se dire c'est un gain de carrière ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas du tout. Rentrons dans le vif du sujet. Parlons de la nuit du 13 au 14 décembre 2024. Vous êtes au centre du commandement. Le plafond s'envole et vous vous retrouvez face à Chido. Avant d'être au préfet, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant qu'homme? Mais je n'ai jamais cessé d'être préfet pendant Chido. Je n'ai jamais été un homme qui s'est séparé du préfet. J'ai été totalement cohérent durant cette période parce que mon métier a été de protéger les Mahorais avec tous les moyens qui étaient les miens et toute la volonté qui était la mienne. Donc moi, j'ai jamais cessé d'être préfet pendant Chido et donc il n'y a pas eu une séparation, on va dire, de l'expérience de l'homme du préfet. Moi, j'ai été préfet et j'ai continué mon métier de préfet. Mais en tant qu'homme, quand votre toit s'envole, vous pensez forcément à vos enfants, à votre famille? Non, je pense à la mission qui va être la mienne. Uniquement. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Rien ne vous arrête. Non, parce que le président de la République m'a confié une mission qui est de protéger la population qu'il m'a confiée. Et par conséquent, ma mission, de façon intrinsèque, viscérale, c'est de protéger la population. Donc, je vois le toit qui s'envole, qui me retombe dessus. D'ailleurs, je manque d'y rester. Je dois ma vie à 2 pompiers qui m'ont tiré par les bras pour me faire sortir de cet escalier où j'ai pris le toit sur la figure, hein, pour dire les choses. Mais vous voyez, cet événement-là, dont j'ai rarement parlé parce que ça n'intéresse personne, au fond, le fait de me dire que j'aurais pu y rester, parce que ça a été vraiment ça, j'aurais pu y rester, m'a donné une espèce de force et d'élan de vie où je me suis dit, en fait, il y a une part de destin quelque part. Et donc, moi, j'ai jamais quitté cette mission de me dire, pendant et après Chido, ma mission, c'est de protéger les Mahorais. Le fait que le maire de Mamoudzou était hors du territoire durant Chido vous a, semble-t-il, particulièrement agacé.
Il a finalement pu revenir à Mayotte avec l'avion du ministre Rotaillot, mais sans embarquer avec lui les députés Estelle Youssoufa et Anchia Bamana. Les parlementaires sont passés après un élu local. Cet événement a marqué, semble-t-il, le début de la fin de votre relation avec les parlementaires qui ont considéré que vous n'aviez pas su vous imposer. Non, moi je réfléchis pas comme ça. Vous savez, moi j'ai une philosophie relativement simple. Le président de la République, il me confie une population, il me confie pas des élus. Mon obligation, c'est de m'entendre avec des élus pour faire avancer le territoire. Ici, la relation entre l'État et les élus, on va pas se cacher, est une relation qui est difficile, toujours difficile. Il suffit de voir mon prédécesseur, il suffit de voir mon anté-prédécesseur. La relation, dès lors que vous avez un préfet qui veut œuvrer dans le sens du territoire au profit de la population pour faire avancer le développement économique, le développement social, etc., on voit bien qu'il y a des zones de frottement. Donc, dire que Chido a été le point de départ d'une mésentente avec les élus, non. Encore aujourd'hui, j'ai plein d'élus avec qui je m'entends très très bien et avec qui on fait avancer les choses. Moi, j'ai pas de jugement sur les uns et sur les autres. Je ne juge pas le maire de Mamoudzou. Ça n'a pas été mon propos, ni même je n'ai jamais fait preuve d'un agacement sur ce sujet-là. Ça le regarde, j'ai mon opinion, je ne la partage pas, et du coup, ça n'a pas influé spécialement sur ma relation avec les élus. Non, je crois qu'on peut pas dire les choses comme ça. Quand vous dites qu'il y a des frictions, parce que quand on est préfet et qu'on veut faire avancer les choses, il y a forcément des frictions avec les élus, vous supposez que les élus de Mayotte ne veulent pas faire avancer les choses ? Non, c'est pas ce que je veux dire, c'est que je pense que Mayotte est une île qui est jeune sur le plan institutionnel. Les communes sont jeunes, 1977. En France hexagonale, c'est un siècle avant la commune. Vous voyez, un siècle d'écart. La place des villages au sein des communes reste forte. Les 72 villages ont une place importante. Dans chaque village, vous avez des structures traditionnelles, un chef de village, des fundis, des cadis. Donc la commune est dans une phase d'acquisition de maturité. Elle a encore du chemin à faire. Deuxièmement, les intercommunalités de 2015, là aussi, c'est extrêmement jeune. Et enfin, le département 2011. Donc je pense que les institutions se développent. Les hommes qui les animent se développent avec ces institutions. Et donc, c'est une progression démocratique, c'est une progression de la chose publique. Et donc, il y a cette acquisition de maturité permanente. Mais vous savez, en France hexagonale, on rencontre les mêmes difficultés avec certains élus. Donc, c'est pas plus Mayotte qu'ailleurs. Est-ce que c'est une manière politiquement correcte de dire que les élus mahorais manquent de compétences ? Non, ils manquent pas de compétences parce que moi j'ai constaté chez beaucoup d'élus et beaucoup de maires en particulier que je ne vais pas citer parce que si j'en cite certains, on va forcément faire des comparaisons avec d'autres. Donc je ne ferai pas cet exercice-là. Mais il y a bon nombre de maires, en grande majorité d'ailleurs, avec qui j'ai très bien travaillé et sur lequel on a réussi à faire beaucoup de choses en termes d'ordre public, en termes de développement communal, en termes d'équipement, en termes de vie politique. Non, on peut pas dire que les élus manquent de compétences. En revanche, il y a certainement besoin d'acquérir autour des élus de l'ingénierie, voilà, il y a quand même une maturité politique et administrative à faire grandir à Mayotte, mais c'est vrai aussi dans d'autres territoires et pas plus, pas moins qu'à Mayotte. On le disait tout à l'heure, vos relations avec certains élus de Mayotte n'ont pas toujours été au beau fixe. Amdil Wahidou Soumaïla, le maire de Mamoudzou, Anchia Bamana, député, ou encore Saïd Omar Wali. La liste est bien trop longue pour tous les citer. Avez-vous un problème avec nos élus ? Non, moi j'ai pas de problème, c'est à eux qu'il faut leur demander. Alors, est-ce qu'on a les élus qu'on mérite ? On a toujours les élus qu'on mérite. Ça, c'est une règle absolue. Moi qui ai été élu municipal pendant 10 ans, j'ai été un élu qui a mérité ou démérité. On a toujours les élus qu'on mérite. L'élu, il est élu par une population, donc c'est bien une population qui l'a voulu. Et donc c'est la population qui met en place un élu. Donc on a toujours les élus qu'on mérite, mais est-ce que c'est une question de mérite ou est-ce que c'est une question démocratique ? Vous élisez quelqu'un parce que vous pensez que c'est lui qui va pouvoir assumer les destinées de la collectivité à laquelle vous appartenez. Donc c'est pas une question de mérite, c'est une question de décision. Est-ce que vous voulez me faire dire à travers cela que on choisit pas les meilleurs ou les moins bons, etc. Moi, j'ai pas de jugement de valeur. J'ai toujours essayé de travailler avec tous les élus à chaque fois dans mes postes. Toujours. Avec plus ou moins de succès, d'ailleurs.
D'accord. Mayotte, territoire des paradoxes, avec ses 90% de musulmans, a vu la montée du RN au cours de ces dernières années. Enfin, ça remonte depuis l'époque du père. Que pensez-vous de l'élection d'Anchi Abamana en tant que député? Et comment expliquez-vous votre relation extrêmement compliquée avec elle? Alors d'abord, je ne fais jamais de commentaires politiques. Un préfet n'en fait pas. C'est pas une pirouette pour éviter de vous répondre. Mais un préfet n'a pas à faire de la politique. Un préfet est un acteur politique, au sens de l'organisation de la cité. Il joue un rôle sur l'organisation de cette cité, mais en revanche, il ne fait pas de politique. Moi, je ne fais pas de politique. Vous l'avez remarqué à plusieurs reprises, dès qu'il y avait des organisations qui devaient m'amener à me positionner sur le plan politique, j'ai refusé d'être positionné parce que un préfet ne fait pas de politique. Donc, je ne répondrai pas à une question sur l'avènement d'une personnalité politique. Après, la relation difficile, moi je ne l'ai pas eue. C'est pas moi qui ai eu une relation difficile. Vous lui avez posé un lapin pour Tsunzu? J'ai pas posé un lapin, j'ai justement refusé de jouer un rôle politique. Moi, je suis pas là pour servir une organisation et une formation politique pour nourrir quelque chose qui relève du domaine politique. Moi, je suis là pour administrer un territoire et de proposer des solutions qui permettent justement d'organiser la cité, c'est-à-dire d'organiser le politis au sens philosophique du terme. Mais je suis pas là pour nourrir un débat politique. Moi, c'est pas mon sujet. Moi, j'ai pas rentré dans un débat politique avec un homme ou une femme politique, que ça soit Anchi Abamana ou quiconque aurait organisé cette rencontre. Dès lors qu'elle avait l'intention d'en faire un événement politique, puisqu'elle avait convié et la presse et la population mahoraise, moi, j'ai considéré que c'était pas mon rôle. Alors que initialement, elle m'avait simplement demandé de l'accompagner avec les forces de l'ordre pour des questions de sécurisation de son déplacement. Mais dès lors que vous organisez un événement politique, moi, j'ai pas à nourrir cet événement parce que je n'ai pas à faire de la politique de cette façon-là. C'est pas mon rôle. Alors, je suis jugé, je suis condamné, on me vilipende pour avoir posé un lapin, mais je suis désolé, je suis très net là-dessus. Et d'ailleurs, je n'ai pas pris la décision seul. J'ai rendu compte à mes autorités à Paris qui m'ont dit « tu n'y vas pas dans ces conditions-là ». D'ailleurs, parlons-en de Tsunzu. Passer d'un camp à l'autre sans jamais trouver de solution pérenne aux exilés qui viennent sur le territoire de Mayotte, est-ce que vous pensez que Tsunzu est la solution aujourd'hui? Je ne sais pas quelle est la solution. La solution, c'est que vous soyez à Marseille, à Grenoble, en Seine-Saint-Denis, à Dunkerque ou dans d'autres territoires nationaux, de la même façon que vous soyez en France, en Suède, en Allemagne ou en Italie, le monde occidental et le monde en général est confronté à des problématiques migratoires. C'est un fait, c'est factuel, et en ce sens, je ne pose aucun jugement de valeur, ni ne porte aucun jugement sur le phénomène lui-même. Mais on voit bien que dans la mondialisation, il y a des avantages et des inconvénients. Parmi ces inconvénients, il y a des flux migratoires qui sont plus importants depuis un certain nombre d'années, pour des raisons d'ailleurs de géopolitique. On voit bien d'ailleurs que si on a énormément de représentants de certains pays dans cette migration des Grands Lacs, c'est parce que dans les pays d'origine, il y a des personnes qui sont menacées dans leur vie, qui demandent l'asile ou qui ont besoin d'être réfugiées parce qu'elles ont des menaces dans leur vie, dans leur pays d'origine. Donc on voit bien, dans ces grands mouvements du monde, la migration est un fait, on doit essayer de l'organiser, de la maîtriser, et puis ensuite on le fait dans un cadre juridique. Le cadre juridique, c'est quoi? C'est la Convention de Genève. Dès lors que vous avez des personnes qui arrivent à Mayotte et qui se réclament de la Convention de Genève parce qu'elles considèrent qu'elles sont menacées dans leur pays d'origine, l'État, la France, c'est même pas l'État que je représente, mais la France, qui est adhérente à la Convention de Genève, doit donner droit à la demande. Et donc on instruit les dossiers, soit d'asile, soit de réfugiés. C'est un fait. Voilà, il n'y a pas de discussion à avoir. Mais est-ce que la France, la grande France, avec un grand F, n'a pas aussi l'obligation, au vu de son histoire personnelle, l'histoire de la France, pays des droits de l'homme, est-ce que la France ne devrait pas accueillir dignement ces personnes? Pensez-vous écoutez, que c'est respecter la dignité des êtres humains? À partir du moment où j'ai fait installer de l'eau, j'ai fait installer des toilettes, j'ai fait installer tout un ensemble de commodités. À partir du moment où on est en train d'organiser avec la Croix-Rouge des veilles sanitaires régulières, etc., on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte de porter secours à ces personnes. C'est certainement insuffisant, c'est aussi à la mesure des moyens qui sont les miens, mais on peut pas dire que, d'abord, on n'a rien organisé du tout.
Je veux dire, c'est pas le préfet de Mayotte qui a organisé ce camp. C'est pas l'État qui a organisé ce camp. Est-ce qu'il n'aurait pas dû, l'État ? Pardon ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû organiser un camp avec des normes sanitaires et Aujourd'hui, moi, ce que je considère, c'est que moi, j'ai ma part d'humanité. Elle peut être condamnée au regard de certaines opinions politiques, mais j'ai ma part d'humanité. Et je suis à l'origine de cette idée d'un camp transitoire permettant d'accueillir dans de bonnes conditions des personnes qui sont particulièrement exposées, notamment les femmes et les enfants, pour trouver des solutions de prise en charge. On vient me le reprocher, vous vous rendez compte ? On vient reprocher au préfet de Mayotte de proposer une solution de prise en charge pour porter secours, et on vient dire au préfet de Mayotte, c'est pas à vous de faire ce genre de boulot, il faut vous occuper des morts et avant. Bah oui, mais le problème, c'est que moi, dans la population qui est la mienne, la population générale, je protège tout le monde, sans aucune distinction, parce que c'est ma responsabilité. Et donc, il n'y a pas de distinction entre les uns et les autres, même si je consacre l'essentiel de mon énergie aux Mahorais, je me dois et je me devais d'avoir une certaine protection à l'égard de ces personnes, parce qu'elles font partie du paysage. Ok. Pour en revenir à Chido, parce qu'au final c'était ça le sujet, on vous reproche une gestion très verticale des événements, d'avoir mis de côté les élus mahorais, de vous être enfermés chez vous, Case Rocher, avec votre état-major rapproché, sans y inclure aucun élu local. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet ? Écoutez, moi, je ne vais pas rentrer dans la polémique. Les polémiques ne m'intéressent pas. Je laisse aux uns et aux autres le soin de les déclencher et de les alimenter. Je constate plusieurs choses. Petit 1, j'ai associé les élus avant, pendant et après. Comment ? Nous avons monté des groupes WhatsApp avec tous les maires pour organiser avec eux toutes les livraisons de nourriture et d'eau pendant 2 mois et demi. J'ai fait 4 fois le tour de l'île et j'ai été voir pendant ces 4 tours de l'île tous les maires, y compris quelques jours après Chido, et vous irez chercher les témoignages, pour m'assurer que les maires d'abord étaient en capacité de gérer l'urgence à laquelle on a tous été confrontés, et pour faire en sorte que je puisse répondre à des questions de support au maximum. Dire que j'ai géré sans les élus, ça me paraît énorme. On a fait des réunions régulières au conseil départemental. J'ai rendu compte de l'action de l'État à plusieurs reprises au conseil départemental. On a mis des groupes WhatsApp en place. Ils existent d'ailleurs encore aujourd'hui pour que les maires puissent être en contact régulier avec nous. J'ai fait livrer des Starlinks dans chacune des communes pour que les maires puissent communiquer avec nous et nous faire part de leurs besoins, de leurs difficultés, des problèmes qui sont les leurs. On va dire qu'on n'a pas géré les choses avec les maires. C'est vraiment chercher une polémique inutile. Dernière chose. On a rétabli l'eau, l'électricité, la téléphonie, puis accessoirement la gestion des déchets, en tout cas pour les 3 premiers, dans le mois et demi. Dans le mois et demi. Ça a lieu le 14 décembre. Le 31 janvier, on a de l'eau, de l'électricité, de la téléphonie. Ce n'était pas le cas dans le nord de Mayotte. Pratiquement partout, dans la totalité du territoire, à l'exception de cette ligne à haute tension qui a été effectivement rebranchée dans le nord, où on a apporté l'électricité dans les mêmes délais. Tout le monde a souligné que cette crise, c'est pas moi qui le dis, je vais pas me lancer des fleurs, mais tous les grands spécialistes de crise considèrent que cette crise a été menée le plus efficacement possible, eu égard aux contraintes du territoire, eu égard aux fragilités du territoire, eu égard aux difficultés qui étaient les nôtres. Alors, on peut juger que ça a été mal fait, on peut juger que... Mais ça, moi, je laisse le commentaire à chacun. Mais dire que les élus n'ont pas été associés à ça, compte tenu de ce que je viens de vous dire, bon, j'ai pas à me justifier. Moi, je sais ce que j'ai fait. Je sais comment les élus ont été associés. Il y a encore des traces de cette association à travers des groupes WhatsApp, des visites, etc. Donc, moi, je suis pas dans les polémiques inutiles. Très sincèrement, ça m'intéresse pas. D'accord. Vous avez dit le 15 décembre 2024 qu'il y aurait certainement plusieurs centaines de morts, peut-être 1 millier. Le bilan officiel est de 40 morts et 41 disparus. Avec le recul, regrettez-vous ces mots et ont-ils failli vous coûter votre carrière ? Non, c'est même l'inverse. On a vu les médailles. Non, c'est même l'inverse. C'est même l'inverse, pourquoi ? Si j'avais dit on a peu de victimes et qu'on se serait aperçu qu'on en aurait 1 millier, là, j'aurais joué ma carrière. Moi, j'ai pris le parti, compte tenu de ce que je connaissais de Mayotte, des fragilités de Mayotte, et notamment des bidonvilles et des bangars,
J'ai préféré me dire qu'il était possible que... Et regardez bien mes images à ce moment-là. Le journaliste me dit « Monsieur le préfet, vous pensez qu'il peut y avoir des centaines de morts ?» Je lui dis « Oui, c'est possible. Je ne l'exclus pas. » Et comme je viens de répondre ça, il me dit « Mais est-ce que vous pensez que s'il y a des centaines de milliers de morts, est-ce qu'il pourrait y en avoir des milliers ?» J'ai écouté « Je n'exclus rien et possiblement, c'est possible. » Voilà ce que j'ai dit exactement. On ne me l'a jamais reproché parce qu'il aurait été pire qu'un préfet vous dise « On a sauvé tout le monde », alors que nous savions que c'était faux. Voyez ? Et donc, je ne crois pas que ça m'ait porté préjudice, bien au contraire, on me l'a dit bien a posteriori, y compris mes autorités politiques, qui m'ont dit que les commentaires qui avaient été tenus avaient sans doute été des commentaires un peu hasardeux, mais que c'était des commentaires de responsabilité de quelqu'un qui ne pouvait pas affirmer quelque chose compte tenu d'une information qu'il n'avait pas. Au final, on déplore 40 victimes directement reliées à Chido, 41 personnes disparues qu'on attribue à Chido, même si le lien de causalité n'apparaît pas puisque nous n'avons pas les dépouilles mortuaires. Vous savez, moi, ma victoire, c'est pas celle-là. Ma victoire, elle est très simple. Ma victoire, c'est la rentrée des classes en février. Pas un seul enfant ne manque à l'appel. Les seuls enfants qui ne viennent pas à l'école, c'est des enfants dont les parents ont décidé de ne pas les scolariser parce qu'ils ont considéré que les conditions de sécurité n'étaient pas remplies à l'intérieur des établissements. Ça veut dire que on a eu 40 morts, c'est déplorable. On a eu 41 disparitions, c'est déplorable. Mais on n'a pas eu d'enfant qui a manqué à l'appel. Donc on peut venir me dire, oui, 1 millier, 100, etc. C'est des propos de responsabilité, c'est pas des propos hasardeux. Pensez-vous que la gestion de l'après-Chido aurait pu être mieux préparée ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je ne sais pas, on vous reproche que, passé les premières semaines de crise, de grosses tensions, que l'après, la reconstruction de Mayotte, les projets pour reconstruire Mayotte et bâtir Mayotte du début finalement, ça a été fait un peu n'importe comment et qu'on n'a aucune visibilité sur notre territoire pour les 10 prochaines années dans ce monde post-Chido. Écoutez, le 14 juin, donc 6 mois après Chido, une journaliste, ici même d'ailleurs, à l'occasion d'une conférence de presse, me dit « Monsieur le préfet, quand est-ce que vous allez commencer la reconstruction ?» Le 14 juin. Le 14 juin, les avions se posent et décollent. Les barges fonctionnent. Les écoles sont ouvertes. On a de l'eau, insuffisamment, mais on a de l'eau. On a de l'électricité, on a de la téléphonie. Vous allez dans les magasins, vous trouvez les denrées alimentaires qui vous conviennent. Vous allez sur les marchés, l'agriculture qu'on a soutenue, 22 millions d'euros en 6 mois, permet de retrouver du manioc, des bananes et tous les légumes et les fruits habituels de Mayotte. Et le 14 juin, une journaliste ose me demander quand est-ce qu'on commence la reconstruction. Mais la reconstruction, elle était largement entamée. Si nous n'avions pas entamé la reconstruction, tout ce que je viens de vous dire ne ferait pas partie de la reconstruction. Maintenant, si votre question est de dire est-ce que c'est mieux après Chido qu'avant, je suis désolé de vous dire que vous avez raison. C'est pas mieux après Chido qu'avant. Mais voyez... Est-ce que ça, c'est pas un aveu d'échec de dire que c'est pas mieux ? Non, c'est pas un aveu d'échec. C'est un aveu de ceux qui ont remis le territoire en marche, qui ont préparé un certain nombre d'outils financiers pour reconstruire Mayotte, et on les a aujourd'hui. Le FSUE, qui est un fonds européen d'urgence, le PIT, on va pas rentrer dans les détails, mais un programme interministériel avec plus de 700 millions d'euros à dépenser et pour reconstruire. Donc, tout ça, ça dépend d'un certain nombre d'outils que je n'avais pas dans la première année. Une loi de finances, la loi de finances, c'est elle qui autorise le préfet à dépenser de l'argent, mais si vous n'avez pas l'argent, le préfet ne peut pas dépenser d'argent. Enfin, vous voyez, les questions que vous posez me laissent à penser qu'il y a une sorte de méconnaissance d'un certain nombre de personnes, parfois mal intentionnées, pour dire l'État ne fait rien, donc l'État est mauvais. Mais l'État fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et si vous n'avez pas une loi de finances qui vous permet de financer une reconstruction, effectivement, vous avez le sentiment que ça n'avance pas. Mais petite anecdote qui va vous faire sourire. Quelques jours après Chido, je fais la tournée des communes. La première, je commence par la commune de Bandrabois, puis ensuite M'Samboro. J'arrive à M'Samboro, le maire me reçoit, fait le tour de la commune. Puis dans la rue, j'ai une vieille coco qui vient me choper, là, et qui me dit « Monsieur le préfet, j'ai pas d'eau. » J'ai écouté, madame, personne n'a d'eau à Mayotte. « Oui, mais monsieur le préfet, j'ai pas d'eau, quand est-ce que je vais avoir de l'eau ?» J'ai écouté, madame, on va tout faire pour que vous ayez de l'eau rapidement, mais pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'électricité.
Donc les usines qui fonctionnent avec de l'électricité pour faire de l'eau, elles fonctionnent pas. Les canalisations parfois sont endommagées, donc tout ça on va le réparer. Vous aurez de l'eau un jour, mais pas tout de suite. Et puis je ne sais pas pourquoi je lui pose cette question. Je dis mais vous habitez où? Elle me dit vous voyez la maison tout en haut d'Emsambro là? Je dis ah oui, vous habitez dans la hauteur. Elle me dit oui, j'habite dans la hauteur. Je dis mais avant Chido vous aviez de l'eau là-haut? Elle me répond non. Vous voyez? Je supposais que du coup c'est des problèmes qu'on rajoute. Donc si vous voulez reprocher au préfet de dire le travail n'a pas été fait, Mayotte n'avance pas, on est en retard, le préfet a été mauvais, moi j'entends toutes les critiques, ça me pose aucun problème d'être critiqué. Mais il faut aussi qu'on se pose les bonnes questions. Il n'y avait pas d'eau en haut à M'Sambro, et vous savez très bien que dans les hauteurs, il n'y a pas d'eau ou très rarement de l'eau. Donc comment voulez-vous qu'après Chido, ça soit mieux qu'avant? Il faut être honnête. Bon, donc la reconstruction désormais, elle est en marche. Pourquoi? 1, on a une loi de finances avec un PIT et 700 millions d'euros. 2, on a un établissement public, ce qui n'a jamais été le cas à Mayotte. Jamais le cas à Mayotte depuis 25 ans. On a un établissement public qui peut faire de l'ingénierie pour les communes. 2, on a une loi de reconstruction qui identifie un certain nombre de sujets qui vont permettre de regarder Mayotte sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. 3, on a une stratégie quinquennale qui va être mise en œuvre et qui permet d'avancer avec un certain nombre d'objectifs à atteindre. Mayotte n'a jamais eu ces outils auparavant. Jamais. Jamais. Donc, si vous voulez, encore une fois, on peut me dire, ça a été mal géré, vous avez mal fait les choses, j'entends tout ça. Mais moi, je considère que l'État a joué son rôle, que maintenant, il appartient aux Mahorais de s'emparer de tout cela, avec l'État, pour effectivement faire mieux après Chido qu'avant. Où sont passés les milliards que Macron nous a promis? Parce que vous me parlez de plusieurs millions, mais justement pour la reconstruction de Mayotte, on nous a promis plusieurs milliards d'euros qui devraient être injectés dans le territoire pour permettre sa reconstruction. Et plus on avance, et moins on voit l'argent arriver. C'est faux. Enfin, ce que vous dites est faux, totalement. Et je crains que d'ailleurs, ça ne soit une méconnaissance de votre part qui est, à mon avis, coupable. On nous a promis 3 milliards. Mais attendez. Est-ce qu'on a eu 3 milliards? Écoutez-moi. D'abord, vous avez un programme interministériel d'investissement qui s'appelle le PIT. Ce PIT, il est alimenté tous les ans, avec la loi de finances, d'une certaine somme d'argent. Cette année, le PIT, c'est 700 millions d'euros. D'accord? Pour l'année 2026, c'est 700 millions d'euros. Je vous rappelle qu'on est en droit français et en droit budgétaire dans ce qu'on appelle l'annualité. C'est-à-dire que tous les ans, la loi de finances vote ce qui va être dépensé par l'administration pour faire vivre les services publics, etc. Pour cette première année, on a donc 700 millions d'euros. Mais l'année prochaine, on aura certainement une somme qu'il appartiendra à la représentation nationale de voter. Puis dans l'année d'après, de voter. Puis l'année d'après, de voter. Mais au bout du compte, quand on va regarder la stratégie quinquennale, 5 ans, avec 700 millions cette année, peut-être davantage, ou au moins ça l'année prochaine, puis encore ça après. Mais vous allez y arriver aux chiffres que vous annoncez, sauf qu'il appartient à la représentation nationale de décider. Donc, dans la stratégie quinquennale qui a été établie par le général Facon, on a estimé la dépense globale de reconstruction à effectivement 3 milliards d'euros, voire davantage de mémoire. Mais c'est une prévision quinquennale sur 5 ans. Ça veut dire ce que ça veut dire, 5 ans. Donc, vous voyez, il faut comprendre les choses. Si l'année prochaine, je crois que c'est en 2027, les élections présidentielles, si l'année prochaine, on change de président et donc potentiellement de politique, que devient Mayotte et sa reconstruction dans tout ça? S'il appartiendra à la prochaine majorité et au prochain Parlement et au prochain président d'en décider. C'est pas au préfet de Mayotte de répondre à cette question qui, pour l'heure, n'a pas d'objet. Ça me paraît évident, non? Je sais pas trop, monsieur le préfet. Ah ben si, je vous le dis, moi. Faut respecter le fait démocratique. Il y aura un nouveau président avec un nouveau programme, peut-être une nouvelle vision sur Mayotte, peut-être dans un sens ou dans... Voilà, mais attendez que cette élection ait lieu. C'est pas au préfet de dire... Oui, sauf qu'on a un peu l'habitude des promesses qui ne sont pas suivies forcément de fait. L'hôpital au centre, l'aéroport... Écoutez, ça fait des années qu'on attend. L'hôpital, il est dans la loi. Ça fait 10 ans qu'il est dans la loi. Mais attendez, ok, mais ça fait 10 ans de quoi? Il est dans la loi, c'est voté. La loi de programmation de Mayotte, vous avez 1, l'hôpital. 2, le grand port maritime. 3, l'aéroport à Bouillonni. 4, une nouvelle prison qui vient d'être annoncée pour être à Tsingoni.
5, des investissements en matière d'eau. C'est dans la loi, c'est une loi de programmation. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. Il faut la regarder, cette loi. Il faut la lire. Vous avez une programmation de ce qui doit être fait. Donc, regardez les choses. Et en plus, cette loi, elle correspond à la stratégie quinquennale, puisque l'une et l'autre s'organisent pour être, en quelque sorte, la mise en œuvre commune de ce qu'il y a à faire. Donc, regardez la loi, tout est dedans. Enfin, je vois pas où est le problème. C'est la loi, c'est pas des promesses en l'air, ça a été voté par le Parlement. Alors, changeons de sujet. Mais non, changeons pas de sujet, il faut que... Si. Et regardez la loi, c'est quand même incroyable. On l'a regardé, la loi, monsieur le préfet, mais disons que, venant d'ici, on a quand même l'impression que l'État se joue un peu de nous, et que le temps de l'État n'est peut-être pas le temps des Mahorais. Ah, mais ça, c'est un autre problème. Attendez, non, mais c'est un autre problème qu'il appartient à la psychologie collective mahoraise de réfléchir. Et c'est pas au préfet de Mayotte de faire des commentaires là-dessus. Moi, je dis, la loi, toute la loi, rien que la loi, appuyée sur une stratégie quinquennale. Les sujets sont identifiés, ils sont inscrits dans la loi comme des objectifs à réaliser dans une loi de programmation. Vous avez des outils pour le faire. Une loi de finances qui dégagera l'argent chaque année. Un établissement public qui fera de l'ingénierie pour le faire. L'établissement public, il existe, on est d'accord. Oui. C'est pas une promesse. Il existe. Et en plus, le président de cet établissement public, c'est le président du conseil départemental. Ça veut dire que c'est lui qui, à travers cet outil, va être un acteur majeur de la reconstruction. C'est une promesse en l'air. C'est pas une promesse en l'air, c'est une réalité. Non. Je vous laisse... je vous laisse en responsabilité. Non, vous me laissez rien du tout. Mais je ne pose que des questions, monsieur le préfet. Allez, posez vos questions. Petit garçon, quand vous aviez 8 ou 10 ans, vous rêviez de quoi? Parce qu'on a l'impression que préfet, c'est pas vraiment un rêve d'enfant. Hein. Pourquoi? Je sais pas. Vous ne vouliez pas devenir pompier, médecin, chouchou, pilote d'avion, astronaute? Non, alors moi, entre 8 et 10 ans, pour autant que je m'en souvienne, j'ai eu, dans mon ethos personnel, dans mon autologie, pour dire les choses, un immense sentiment de liberté. Je n'avais pas, à 8-10 ans, l'idée de ce que je deviendrais un jour. La seule idée que c'était la mienne, c'était d'être libre et de faire ce que je veux. C'est étrange parce que être préfet nous donne le sentiment inverse. Pourquoi? C'est tout sauf être libre, non? Ah bon, vous trouvez? Pourquoi? Ça nous donne le sentiment qu'être préfet, c'est exécuter un plan qui est pris au lieu et être ici, en tout cas pour Mayotte, mais c'est le cas de tous les territoires d'outre-mer, le garant de la France, des intérêts de la France dans les territoires ultramarins. Est-ce que vous avez l'impression d'être libre de vos mouvements, de vos dires, et même limite de votre personne? Parce que je vous ai par exemple jamais vu en boîte de nuit. Oui, mais ça, c'est parce que moi j'aime bien me coucher tôt pour être à pied d'œuvre le lendemain matin, vous savez. C'est ma façon de vivre. Hein. Vous pensez boulot quand vous vous rasez le matin? Ouais, je pense un peu à ce que j'ai à faire dans la journée parce que c'est ma responsabilité. À quel moment vous pensez à vous en tant qu'être humain? Mais j'ai plein de moments où je pense à moi. Ah bon? Vous avez des hobbies? Bien sûr, la plongée sous-marine. Vous savez, quand vous êtes au fond de l'eau et que seuls les poissons vous parlent, vous êtes dans un état de liberté absolue. Il nous reste encore des coraux dans ce que vous avez vu? Bien sûr, bien sûr. Toute la côte sous le vent qui n'a pas été touchée par Chido est intacte. Ça va être difficile de plonger dans la Loire, hein. Ça va être difficile. Non, j'irai faire autre chose. Il y a plein de choses à faire dans la Loire, vous savez. Plein de choses très intéressantes. On viendra vous voir. Ah ben j'espère bien. Comment fait-on pour devenir préfet? Je pose la question pour les plus jeunes d'entre nous qui seraient en train de regarder. Alors, première condition, il faut aimer les gens. Si vous aimez pas les gens, ne devenez pas préfet. Ça sert à rien. Il faut aimer, servir. Et évidemment, servir une population. Ça, c'est la première des conditions. Si vous n'avez pas cette inclinaison naturelle de porter votre action vers l'autre, de considérer que tout ce qui n'est pas donné est perdu, alors ne faites pas le métier de préfet, ça sert à rien. Donc la première condition, c'est d'aimer les gens. Ça, c'est une évidence. Ensuite, la deuxième question, c'est d'être cohérent avec votre système de valeurs. Et il faut que ce système de valeurs soit cohérent avec celui de ceux qui vous nomment. Moi, mon système de valeurs, c'est la République. Mon système de valeurs, c'est la France. Mon système de valeurs, c'est autant la liberté que l'égalité, parce que je considère que les deux sont indissociables.
je te reconnais dans ta liberté parce que tu es mon égal et je suis ton égal, donc tu me reconnais dans ma liberté. Donc les deux sont intimement liés. On oppose souvent les libertés et l'égalité, mais bon, la fraternité, pareil. Donc il faut être cohérent dans son système de valeurs pour être aligné sur ces systèmes de valeurs. Donc, et ensuite, la volonté de servir. Et alors je dis toujours, servir sans s'asservir et servir sans se servir. Parce que ça, c'est important. On est là pour servir autrui, c'est notre métier. Bon. Mais on n'est pas là pour s'asservir à quiconque. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je suis libre sur le plan politique, puisque vous m'avez interrogé. Moi, je ne me soumets pas à une formation politique. Je n'ai pas à me soumettre à une formation politique. Je me soumets déjà présenté au gouvernement. Oui, mais ça c'est un autre sujet. C'est une vie professionnelle différente. Mais dans mon métier de préfet, je n'ai pas à me soumettre à une formation politique, quel que soit son bord d'ailleurs. En revanche, je respecte le fait politique et je respecte les élus et je suis soumis à l'action du gouvernement parce que c'est ma philosophie. Mais pour toutes ces raisons-là, ensuite, les voies et moyens pour devenir préfet, ils sont nombreux. Moi, j'ai fait l'ENA et j'ai fait plutôt l'ENA pour choisir ce métier-là. Mais j'ai plein de camarades qui sont préfets qui n'ont pas fait l'ENA, qui sont des anciens militaires, des anciens magistrats, des anciens qui viennent du monde économique. Quand on en parle ensemble, on s'aperçoit on a à peu près la même définition. Vous voyez ? Aimer les gens, aimer servir, être cohérent et aligné sur son système de valeurs. Et au fond, pour reprendre une expression du général de Gaulle, avoir une certaine idée de la France. Vous voyez, on a tous une certaine idée de notre pays. Et on a envie de le servir, c'est ça être préfet. Après, le reste, c'est des questions de nomination et de compétences, mais ça n'a aucune importance. Est-ce que vous pensez que les enfants de Mayotte ont une chance d'être préfets un jour quand le matin ils sont caillassés dans les bus scolaires, quand ils arrivent à l'école, il n'y a pas d'eau pour faire cours, et qu'on est dans un système de rotation de classe? Un enfant mahorais a-t-il une chance de devenir préfet un jour dans ces conditions de vie? Écoutez, moi, je sais ce que j'ai fait pour des enfants de Mayotte. Pour la première fois à Mayotte, une femme a été nommée directrice de la dette, c'est-à-dire un service déconcentré de l'État. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Pour la première fois à Mayotte, a été nommé un secrétaire général adjoint aux affaires régionales. Donc pour la première fois de Mayotte, un Mahorais rentre dans l'équipe préfectorale. J'ai nommé une déléguée régionale aux droits des femmes mahoraise contre l'avis de l'administration centrale qui voulait nommer quelqu'un qui vient de l'extérieur. J'ai promu des Mahorais à de nombreuses reprises et on m'a souvent dit, je l'ai entendu et je m'en félicite, je suis le préfet qui a promu le plus de Mahorais. Donc moi j'ai ouvert une voie, ouais, j'ai cassé un plafond de verre. Et donc une fois que ce plafond de verre est cassé, les générations derrière vont se dire mais c'est possible en fait. À travers le travail, à travers la volonté, à travers l'engagement, c'est possible. Vous voyez ? Pourquoi cette promotion et qu'est-ce que vous vouliez faire passer comme message à travers elle ? Parce que je veux faire passer le message que lorsqu'on est engagé pour l'État, lorsqu'on est engagé pour son territoire, eh bien, on peut le servir et on peut être aidé encore plus pour le servir dans ces fonctions-là. Et donc, moi, c'est ce que je laisserai comme trace à Mayotte. On pourra dire beaucoup de choses. Il y a eu Chido, il y a eu l'ordre public, il y a eu la lutte contre l'immigration clandestine, etc. Moi, je retiendrai une chose, c'est que je n'ai eu de cesse de promouvoir des Mahorais, non pas parce qu'ils étaient Mahorais, mais parce qu'ils étaient compétents, et parce qu'en étant des Mahorais compétents, ils ont été accompagnés dans l'exercice de leur mission, et ils ont eu cette promotion pour ouvrir la voie. Je vais vous poser une question un peu personnelle, mais ça m'a toujours intrigué quand je vous vois à la télé. Comment faites-vous pour garder votre uniforme toujours aussi blanc ? Est-ce que c'est un lavage à froid ? Vous mettez quoi comme produit ? Enfin, expliquez-moi, comment vous faites ? Écoutez, je ne vais pas répondre directement à la question matérielle, je vais répondre à la question symbolique. Ah. Le port de l'uniforme, c'est d'abord une grande fierté. Parce que quand vous portez l'uniforme, vous incarnez quelque chose qui vous a été confié. Et donc, peu importe la manière dont il est maintenu en l'état, ce qu'il faut retenir, c'est que l'uniforme, c'est le symbole de ce pourquoi vous avez été nommé. C'est-à-dire que vous incarnez une idée, et à travers l'uniforme, votre personnalité s'efface derrière l'uniforme qui devient la représentation de ce que vous êtes. Et donc, c'est de votre devoir de le porter avec honneur, avec dignité,
Et donc, c'est normal qu'il ait cette dimension que vous exprimez. D'un blanc impeccable. D'un blanc impeccable, parce que c'est sa fonction d'être rigoureux et d'être à l'image de ce que vous représentez. Très bien. Mayotte, territoire en forte tension sur des métiers comme professeur, médecin, implique aujourd'hui d'aller chercher ces profils ailleurs, des profils souvent étrangers, mais venant de l'Hexagone. Mais une fois à Mayotte, un phénomène étrange se produit. Ils ne peuvent plus renouveler leur titre de séjour sans demander de visa lorsqu'ils veulent partir à l'extérieur de Mayotte. Ça vous paraît cohérent? Non, ce que vous dites est totalement faux. Tous ceux qui ont fait des demandes de titres de séjour à l'extérieur de Mayotte, lorsque ces titres ont dû être renouvelés, ils l'ont été. Mais lorsqu'ils veulent partir de Mayotte, je me suis mal exprimé, lorsqu'ils viennent d'Hexagone, ils ont un titre de séjour qu'ils ont eu de là-bas. Ils viennent à Mayotte pour exercer un métier, professeur, médecin, etc. Et lorsque leur titre de séjour est renouvelé, déjà une mention sur le titre de séjour, faisant que ce titre de séjour n'est plus valable qu'ici. De fait, lorsqu'ils veulent repartir en Hexagone ou ailleurs, je sais pas moi, pour aller en vacances, ils ne peuvent pas quitter le territoire sans visa. Est-ce que ça vous paraît logique lorsqu'on sait que dans le même temps, nous avons besoin de ces personnes? Est-ce qu'il ne faudrait pas que la préfecture de Mayotte leur facilite la tâche? C'est ce que nous avons toujours fait. Là, vous êtes en train de citer des exemples très précis que j'ai totalement en tête. Pour ces personnes qui avaient acquis un titre de séjour à l'extérieur, qui est donc un titre non territorialisé, puisque derrière votre question, c'est le titre territorialisé qui est en vue. Pour ces personnes-là qui avaient des titres qui ont été délivrés par une préfecture en France hexagonale, qui sont venus à Mayotte avec ce titre-là et qui avaient besoin de le renouveler, à chaque fois qu'il a été question d'un départ dans l'autre sens, alors que le titre avait été renouvelé à Mayotte, ils ont toujours eu des facilités pour repartir. Toujours. Mais en ayant un visa. Évidemment. Est-ce que finalement, vous n'ouvrez pas... Est-ce que le refus de la préfecture de renouveler un titre de séjour qu'ils ont eu de l'Hexagone viendrait du fait de ne pas vouloir mettre un pied dans la brèche du visa territorialisé? C'est pas à moi d'en décider. Le visa territorialisé, il est inscrit dans la loi, il prend fin 2031. La personne qui a exercé son métier dans la France hexagonale, qui a eu un titre de séjour délivré à Nanterre, à Grenoble, à Lyon ou à Paris, et qui vient travailler à Mayotte, elle avait un titre qui n'était pas territorialisé. Et donc, c'est deux cas totalement différents. Enfin, on peut pas confondre une situation et une autre. C'est pas la même chose. Cette personne-là a eu un titre, elle avait le droit de travailler en France, elle vient travailler en France à Mayotte, elle doit renouveler son titre, si elle doit repartir, elle repart parce que elle avait obtenu son titre initialement en France hexagonale. Il n'y a aucune comparaison à avoir avec la question du titre territorialisé, qui est une autre question. Pourquoi les Mahorais ont le sentiment étrange d'être sous la tutelle de la Réunion en matière de santé, d'éducation? Il y a plein de domaines dans lesquels on a l'impression de devoir passer par la Réunion. Ne sommes-nous pas en capacité de prendre les rênes de notre propre destin? Écoutez, moi, je suis pas très d'accord avec ça. En tout cas, je l'ai pas vécu de cette façon-là. Ça n'est plus un vice-rectorat, c'est désormais un rectorat de plein exercice. A fortiori, la rectrice actuelle est chancelière de l'université, donc elle a la plénitude de ses pouvoirs liés à son statut de recteur. Elle ne dépend absolument pas de la Réunion, pas du tout de la Réunion. La direction générale de l'ARS est une direction générale de l'ARS de plein exercice, qui ne dépend pas de la Réunion non plus. Donc je vois pas très bien le lien de dépendance. Enfin, en tout cas, moi, je le constate pas. Pour le rectorat, par exemple, on sait que les fiches de paye des agents de Mayotte, des professeurs à Mayotte, sont réalisées à l'île de la Réunion. Pour l'ARS, on sait qu'il y a un gros pan de la question santé à Mayotte qui est traité forcément en lien avec la Réunion. On a toujours le sentiment de devoir dépendre de notre voisin qui, au demeurant, ne nous aime pas beaucoup, pour que notre territoire avance. Vous savez, je vais vous prendre un parallèle. La PHP à Paris, c'est donc l'organisation de l'ensemble des hôpitaux de la région parisienne, y compris ceux qui sont dans le 92, le 93, le 94, 95. Vous avez le sentiment que le 95, le 92 se plaint que c'est géré par Paris? Ce qui est important, c'est quoi? C'est que, les enfants soient éduqués et reçoivent des professeurs qui permettent de leur transmettre du savoir. 2, que quand vous arrivez à l'hôpital, eh bien, vous êtes soigné et vous êtes soigné dans des conditions qui soient les plus correctes possibles. Un exemple, j'arrive à Mayotte, 3 urgentistes. J'arrive à Mayotte en février 2024, après la grève des barrages, 3 urgentistes.
Aujourd'hui, grâce à l'ARS et avec un certain nombre de mesures qui ont permis d'augmenter la chose, nous avons entre 35 et 40 urgentistes. Ils sont réunionnais? Ils ne sont pas réunionnais, ils viennent travailler à Mayotte. J'arrive à Mayotte, 30 sages-femmes au service maternité. Aujourd'hui, 100 sages-femmes. Mais on sait qu'il y a un gros turnover. Oui, mais d'accord, mais vous pensez que tout ça dépend de... Il reste 2 mois, 1 mois, 2 mois, Est-ce que vous pensez que tout ça dépend de la Réunion? Non. Oui, mais qu'ils viennent 1 mois, 2 mois, 3 mois, à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est l'offre de soins, c'est la prestation qui est rendue à la population mahoraise et qui lui est due d'ailleurs. Mais vous avez entre 30 et 40 urgentistes en permanence. J'en avais 3 en arrivant. Est-ce que c'est important de savoir qu'ils viennent 3 mois ou 6 mois? Le plus important, c'est que vous ayez un soin. Comment est-ce qu'on peut construire dans la durée lorsque rien ne reste? Que rien n'est stable? Mais l'important, c'est la prestation qui vous est faite. Que derrière la pièce de théâtre, le backstage, vous ayez une organisation particulière qui permette de répondre aux besoins. Mais ça, c'est pas le problème de celui qui bénéficie de la prestation. Il bénéficie de la prestation. C'est vrai aussi pour l'éducation nationale. Aujourd'hui, on construit l'éducation nationale avec 60% de contractuels. C'est inédit en France. Il y a jamais autant de contractuels dans les rectorats. Est-ce que ça change quelque chose sur la prestation d'éducation dont bénéficient les enfants mahorais? Non, il y a des profs. C'est ça le plus important. Le reste, c'est une histoire d'organisation. C'est pas ça qui est le plus important, à mon sens. La question du recensement est importante car le recensement permet d'ajuster les politiques publiques. Je ne vous apprends rien. La dotation globale de fonctionnement territorial est calculée encore aujourd'hui sur le recensement de 2017. Les nouveaux chiffres de l'INSEE devraient donc être connus d'ici la fin de l'année. Mais d'ores et déjà, les élus locaux les contestent, estimant qu'il y aurait plus de 500 000 habitants sur l'île. Plus d'habitants suppose forcément plus de budget pour développer Mayotte. Le compte exact des Mahorais, est-ce le nerf de la guerre? Écoutez, moi je ne préjuge pas du résultat du recensement, je n'en ai aucune espèce d'idée. Les opérations ont été faites... Enfin, le directeur de l'INSEE a quand même l'air de dire que on n'est pas 500 000 habitants sur le territoire. Mais écoutez... D'après les premières estimations, on serait toujours dans les alentours de 300 000. Je n'ai pas d'éléments là-dessus. Moi, d'abord, j'ai pas eu d'échange particulier avec le directeur de l'INSEE pour avoir ces résultats-là. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur ce sujet-là. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut attendre d'avoir concrètement le rapport pour dire les choses. Il faut attendre le rapport. Tant qu'on n'a pas le rapport, on peut pas construire des hypothèses. Donc, il faut attendre le rapport. Et puis ensuite, il est clair que la Mayotte connaît, et notamment après Chido, des mouvements de population qui sont partis et en métropole ou à La Réunion, pour tout un ensemble de raisons qui regardent les Mahorais, que je ne juge pas, mais qui aura peut-être effectivement une influence sur ce décompte. Mais attendons d'avoir les chiffres. Moi, là-dessus, j'ai pas d'éléments. Ce que je sais, c'est que les opérations de recensement, pour les avoir suivies au mois de décembre et au mois de janvier, ont été faites de façon extrêmement sérieuse, avec d'ailleurs l'appui des maires, qui ont engagé, avec des moyens spécifiques et nombreux, un certain nombre de personnes pour effectivement mettre en place ces opérations de recensement. Donc, attendons de voir le rapport une fois sorti. Une des mesures fortes du gouvernement, prise l'année dernière, était de faire passer l'ensemble du territoire de Mayotte en quartier prioritaire de la politique de la ville. Vous le savez. D'après les chiffres, l'État investit en quartier prioritaire 17 € par habitant à Mayotte contre 76 € au niveau national. Est-ce que vous trouvez cela normal et comment peut-on développer un territoire avec un engagement financier si pauvre? Vous avez entièrement raison et je souscris à 100%. Je vais me mêler un peu plus loin. Celui qui a proposé de passer la totalité de Mayotte en QPV, c'est moi. C'est le préfet de Mayotte qui a dit à ses autorités, notamment la NCT, il faut que la totalité de Mayotte soit en QPV parce que moi, je ne peux pas distinguer Mireni et compagnie de Tsingoni. Je ne peux pas distinguer Kaweni de Kongu. Voilà, c'est impossible. Il y a tellement de porosité entre les villages que dire qu'il y en a un qui est prioritaire et l'autre non me paraissait totalement impossible. Donc je suis à l'origine de cette réflexion. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est... Et ça, c'est le préfet qui le dit avec son jugement un peu personnel. Mais nous devons réviser l'allocation des moyens en fonction des besoins. Il est évident que quand on compare, notamment dans les Outre-mer, la répartition des moyens
de la subvention par tête d'habitant, il y a des disparités qui sont telles qu'on devrait remettre en cause tout ça, poser les termes du débat dans le calme et de façon factuelle, en regardant où sont les besoins les plus importants. Moi, je suis un des grands défenseurs de la politique de la ville. J'ai mis en place des GPO ici à Mayotte, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc je suis vraiment quelqu'un de très attentif à ces questions-là, parce que je considère que la jeunesse, notamment ici à Mayotte, doit être très accompagnée, compte tenu effectivement des disparités. Donc il faut qu'on regarde ça en toute objectivité, en posant les termes du débat calmement. Est-ce qu'il peut y avoir de telles disparités entre un système insulaire et un autre ? Je ne crois pas. Donc moi, je serais... La Réunion, par exemple, c'est 36 € par habitant. Mais la Réunion, la Martinique, la Guyane, les Antilles, il y a des disparités relativement importantes. Vous avez raison de le souligner. Est-ce qu'il y a moins de problèmes à Mayotte qu'il y en a ailleurs ? Non. Donc il faut qu'on puisse regarder ça à tête reposée. C'est évident. Wabunchu 2, Place Nette, Kingia, 3 opérations coup de poing en 2 ans. Certains disent on colle un sparadrap sur une plaie ouverte. Au fond, n'est-ce pas là surtout de la com pour Paris ? Car vu d'ici, dans le quotidien des Mahorais, on n'a pas l'impression que ça change grand-chose. Bon, mais ça, moi, je souscris pas du tout. Mais moi, je suis pas dans la bataille des chiffres. Hein. Vous savez, moi, j'essaye de ressentir les choses. Ce que je constate depuis 2 ans, c'est les Mahorais qui m'interpellent en me disant « Monsieur le préfet, la situation sécuritaire s'est améliorée à Mayotte depuis 2 ans. On a une baisse de la délinquance générale. On a, à travers ces opérations, des chocs de sécurité dont les effets ont été poursuivis après les opérations. Entre Place Nette et Chido, on a eu une situation calme. On n'avait plus de coupeurs de route. On avait beaucoup moins d'exactions. Pourquoi ? Parce qu'on a arrêté une centaine de chefs de bande et qu'ils ont tous été mis en prison. Et que c'est ceux-là qui foutent le bordel. Donc, moi, je veux bien on regarde un arbre qui tombe, mais qu'on regarde jamais la forêt qui pousse. Donc, il y a des moments où il faut aussi regarder les choses avec objectivité. Pourquoi est-ce que les gens viennent me dire, monsieur le préfet, on reste plus tard à la plage le dimanche soir et le samedi soir, parce que maintenant, quand on rentre sur la route, on n'a plus de problème. Pourquoi est-ce que les gens me disent, quand on sort de la mosquée, on a moins peur ? Pourquoi est-ce que des gens me disent, on circule plus facilement en scooter le soir parce qu'on a moins de difficultés ? Pourquoi est-ce que sur Petite Terre, je vois notamment des jeunes femmes faire des footings entre 18 et 19 heures, le casque sur les oreilles, alors que quand je suis arrivé, ça n'était pas possible. Donc on peut me raconter tout un ensemble de choses sur le fait que nanana, ça va pas, c'est des pansements sur des jambes de bois. Vous savez, enfin, une phrase de Tesson que j'adore. On pense que la France est un petit enfer, alors qu'en réalité, c'est un petit paradis. Donc, Mayotte, c'est le paradis ? Je pense que Mayotte a des atouts énormes. D'abord, c'est un paradis terrestre qui est merveilleux, le lagon, la nature, mais on vit dans un paradis avec évidemment des problématiques, évidemment des difficultés, mais il faut arrêter de penser que c'est un enfer permanent, voyez-vous ? Les quartiers nord de Marseille, vous pensez que c'est mieux ? En Seine-Saint-Denis, dans certains quartiers, vous pensez que c'est mieux ? À Grenoble ou à Lyon, dans certains quartiers, vous pensez que c'est mieux ? Enfin, il y a quelque chose qui, de temps en temps, doit être regardé avec un peu plus d'objectivité. Alors, évidemment, je suis beaucoup critiqué sur Kingia. Mais enfin, Kingia, c'est 72 interpellations depuis 1 mois. C'est 3 opérations Élan. À chaque fois que je fais une opération Élan, je fais un post Facebook. Le dernier post Facebook le plus important, on a eu plusieurs dizaines de milliers de vues. On a eu plusieurs milliers de likes. Alors moi, je veux bien penser que tous les gens qui likent pensent que le préfet fait mal les choses. Enfin, on a des likes. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a une majorité silencieuse qui ne pense pas comme ce que vous venez de dire. Moi, je pense qu'il y a une majorité silencieuse qui ne pense pas comme ce que vous venez de dire. Et que beaucoup de gens, on me l'a dit à de nombreuses reprises dans la rue, que la situation s'était globalement améliorée. Qu'il y ait de temps en temps encore des exactions, je ne vais pas le nier, pas vous dire l'inverse. Mais il faudra quand même de temps en temps qu'on reconnaisse que la situation s'est grandement améliorée. On voit ces dernières semaines, on voit depuis ces derniers mois les opérations du CODAF que vous relayez sur vos pages, vos réseaux sociaux. Est-ce que le CODAF, c'est devenu le nouveau cow-boy de Mayotte ? Parce qu'on a l'impression que tous les établissements
qui accueillent du public, restaurants, hôtels, etc., se font contrôler, se font donc mettre à l'amende pour la plupart. Beaucoup de restaurants mahorais également, alors même qu'ils n'ont pas été accompagnés dans ce changement législatif. On est passé d'une situation où il n'y avait rien, aucun contrôle, à une situation où l'État sévit. Entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'accompagnement. D'accord, parce que vous pensez qu'employer une personne irrégulière, on doit expliquer pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire ? Tout à fait. Ah oui, d'accord, ok, très bien. Vous pensez que respecter une réglementation sanitaire qui met en danger les personnes qui viennent dans le restaurant, on doit expliquer à un restaurateur qui doit respecter la loi ? En fait, vous êtes en train de me dire qu'il faudrait expliquer aux uns et aux autres pourquoi est-ce qu'ils doivent respecter la loi. C'est ça votre propos ? Non, mon propos, c'est qu'ils sont, pour beaucoup, ignorants de la loi. Écoutez, vous allez me dire que nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi et vous n'avez pas à employer des personnes irrégulières. Pourquoi ? Parce que vous avez un certain nombre de restaurants qui, eux, n'emploient pas de personnes en situation irrégulière et qui respectent la loi. Ceux-là même qui viennent me féliciter de faire tout ce que je fais parce que il y a une rupture de concurrence entre ceux qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas. 2, la sécurité alimentaire et sanitaire. J'ai fermé des restaurants, mais j'ai des rapports des services vétérinaires, des services de la dette, etc., qui me disent, mais monsieur le préfet, on ne peut pas laisser ouvert ce restaurant. On va finir par avoir des empoisonnements, on va finir par avoir des difficultés de responsabilité sanitaire, etc. On ne peut pas. Donc, pourquoi on ferme ? Et parce que vous avez des situations qui sont totalement inacceptables pour le consommateur. C'est une mesure de protection. Il faudrait dire aux restaurateurs, vous devez respecter peut-être la loi quand même. Mais non, la loi, elle doit être appliquée. Enfin, c'est quoi cette affaire ? Mon propos, c'est de dire que nous sommes passés d'une situation depuis les années 80 où on a vu le développement de ces petites gargotes, petits restaurants, petits bars, etc., s'installer sans trop de contrôle. Donc, en fait, les gens ont pris des habitudes sans forcément savoir comment est-ce que les choses sont censées fonctionner, à une situation où l'État sévit de manière très rude et nous, notre propos est de dire pourquoi ne pas accompagner les établissements. Mais lorsque vous êtes entrepreneur et que vous décidez d'entreprendre, vous prenez un risque, mettez de l'argent dans votre entreprise. Vous avez un concurrent qui fait la même chose que vous. Il emploie des personnes en situation régulière, il respecte une réglementation sanitaire, il respecte une chaîne du froid. Bref, vous avez des restaurateurs, vous avez des boulangeries, vous avez les petites échoppes dont vous parlez qui respectent la loi, qui payent des impôts, qui déclarent l'URSSAF, qui permettent aux salariés d'avoir une protection en cas d'accident. Bref, vous avez des gens qui respectent la loi. Puis à côté, vous avez quelqu'un qui fait exactement le même métier, qui ne respecte rien. C'est-à-dire que demain, vous avez un salarié qui se coupe, qui se tue, il n'a aucune protection. Vous trouvez ça normal, vous ? Moi, je trouve pas ça normal. Moi, je protège ceux qui respectent la loi, quand même le rôle du préfet. Et ceux qui ne la respectent pas, je suis désolé de leur dire, désolé, vous n'êtes pas dans les clous. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que, je vais pas citer le commerce parce que vous allez tout de suite l'identifier. J'ai un commerce que j'ai fermé sur Petite Terre, qui est un commerce bien connu. On l'a fermé pendant 3 mois. Le restaurateur, enfin le professionnel, a exécuté la fermeture. Il a respecté la fermeture. Puis dernièrement, je l'ai recroisé. Il m'a dit, monsieur le préfet, c'est le meilleur service que vous m'ayez rendu. On a fait tous les travaux. On respecte la sécurité alimentaire. Il n'y a pas de problème de salariés non déclarés. Mais on respecte la chaîne du froid, etc. Il me dit, sans quoi je l'aurais jamais fait. Et je sais qu'un jour, j'aurais eu un pépin. Donc, vous voyez, je veux bien entendre le discours de la sévérité. Mais il faut les contraindre pour les pousser au changement ? Mais parce que la liberté étant ce qu'elle est, si vous n'avez pas une contrainte pour la respecter, vous faites n'importe quoi. Quand vous avez des restaurants ou des boulangeries ou qui vraiment avaient des conditions sanitaires inacceptables et qui mettaient en danger la santé humaine et qui en plus parfois engageaient des salariés de façon irrégulière, je suis désolé, c'est toute la loi, rien que la loi, pas plus que la loi, mais la loi. Vos équipes disent de vous que vous êtes autoritaire et généreux, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que cette ambivalence vient de votre éducation militaire ? À notre connaissance, votre père est militaire. Oui, mais c'est pas un militaire comme les autres. C'est une personne qui a eu une partie de vie professionnelle
dans le privé, la plus importante, et qui a eu une activité de réserve militaire. Non. Bon, je trouve ça... chacun dit ce qu'il veut de moi. Que je sois autoritaire, je le crois pas. D'ailleurs, j'ai encore échangé récemment avec une de mes plus proches collaboratrices qui m'a dit « J'ai pas vu chez vous la trace d'une autorité au sens autoritaire du terme. Que je sache ce que je veux, ça c'est certain. Que j'aime bien que ce que je demande soit fait, ça c'est certain. Que je puisse avoir de temps en temps la patience devant une absence de réponse, ça c'est certain. Mais dire que je suis autoritaire, je ne le crois pas. » Après qu'on me dise que je suis autoritaire et généreux, écoutez, ça me fait plaisir de l'entendre que je sois généreux. Moi, j'essaie d'être juste. Vous voyez, mon propos, c'est pas d'être autoritaire ou généreux. J'essaie toujours d'être juste dans ce que je fais. Parce que, encore une fois, être juste, c'est être cohérent. Et être cohérent, c'est aligner sur son système de valeurs. Moi, je suis très cohérent de ce que je fais. J'aime une forme de justice. Pas la justice au sens juridictionnel de la justice qui juge. Il y a de la justice au sens Clémenceau, la justice sociale, quelque chose de juste. Moi, c'est plutôt mon système de valeurs, oui. Vous partez pour la Loire. Qu'est-ce qui va vous manquer le plus de Mayotte? Mayotte. C'est-à-dire? Mayotte, le territoire, les gens, les visages. Oui, la gentillesse des Mahorais, la beauté de ce territoire, le lagon, cette vie que je trouve... à la fois passionnante, même si elle est parfois difficile, les lieux, les endroits où j'ai eu l'habitude de me rendre, les amis que j'ai pu rencontrer, une vie pendant 2 ans à Mayotte, avec tout ce qu'elle a eu de riche et de formidable. Bien sûr que ça va me manquer. Quel est votre plat mahorais préféré? Ça c'est une bonne question. En fait, j'en ai un, mais je sais pas s'il est vraiment mahorais, parce qu'en fait, on le retrouve un peu partout, mais il se trouve qu'ici, j'ai un cuisinier qui fait un flan coco absolument incroyable. C'est pas très mahorais. Mais c'est pas très mahorais. Il y a un plat que j'aime beaucoup, et qui là est assez mahorais, c'est le poulpe. J'adore les plats à base de poulpe, notamment ces sortes de ragoûts qu'on fait ici, avec de l'oignon rouge, ça fait partie des plats que j'aime beaucoup. Y a-t-il eu dans votre jeunesse une figure qui vous a regardé un jour et qui vous a dit quelque chose qui a changé votre trajectoire? Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu beaucoup. Vous en voulez une seule ou plusieurs? Plusieurs, moi ça me va. D'abord, il y a des écrivains qui m'ont beaucoup marqué. Marguerite Yourcenar, des écrivains qui ont joué un rôle important dans la construction d'un imaginaire et dans la façon de penser. Amin Malouf, j'en cite vraiment quelques-uns, Stéphane Zweig, des écrivains qui ont pesé dans la fabrication de ce que je suis dans la pensée. Ensuite, il y a des personnalités historiques ou des figures politiques qui ont joué un rôle important. Le général de Gaulle, Simone Veil. Simone Veil, les deux. Avec la femme politique, la femme politique avec un V et la philosophe avec un W. Je relis souvent l'enracinement de Simone Veil parce que c'est un très beau texte. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour Simone Veil, la femme politique, parce que une femme qui a vécu une vie absolument merveilleuse et terrible à la fois, et qui a eu une capacité, pas forcément à pardonner, mais en tout cas à dépasser à un moment ou à un autre ce qu'elle avait vécu, avec une forme de résilience et une forme de justesse que j'admire énormément. Alors après, ça va vous surprendre, mais c'est comme ça. Il y a des personnalités qui me fascinent dans ce qu'elles sont devenues, avec leur part d'ombre et de lumière. Mais par exemple, un Mike Tyson m'impressionne énormément. Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé au sommet de son art, qui a des parts d'ombre et des parts de lumière importantes, mais qui a montré que la volonté était quelque chose d'important. Une autre personnalité aussi, Tiger Woods, m'impressionne énormément, là aussi pour des raisons à peu près équivalentes. Espèce de volonté forte
d'un homme de couleur de percer dans un sport qui était vraiment pas ouvert aux hommes de couleur. Et je trouve que c'est une histoire humaine merveilleuse, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, parce qu'il en a. Mais vous voyez, c'est des personnalités comme ça, il y en a plein d'autres. Mais dans votre vie plus proche, dans votre vie personnelle et les gens qui vous ont entouré, est-ce que vous avez eu ça? Quelqu'un qui... Bien sûr, mais moi j'ai mon grand-père, Socrate Bieville, blessé gravement à Verdun en 1916. J'ai mon père, historien, qui m'a transmis énormément et dont j'ai la chance d'avoir encore... il est encore en vie et chaque fois que je le vois, c'est des grands moments de bonheur. C'est évidemment ma mère, également historienne, qui m'a beaucoup transmis. Voilà, des personnes très proches qui ont joué des rôles à la fois symboliques et de transmission. Mais ça, c'est toutes les rencontres de la vie. Mes amis, mes enfants, voilà, toutes les personnes qui vous donnent quelque chose et à qui vous rendez quelque chose sont des gens qui comptent pour vous parce qu'ils vous nourrissent et vous les nourrissez. Donc, mais ça, c'est la vie. C'est la vie de tous les jours. Est-ce que vous avez été un bon papa? Je ne sais pas ce que c'est qu'un bon papa. C'est quoi un bon papa, selon vous? Je ne sais pas. Enfin, dans votre métier, c'est quand même très difficile. Vous n'êtes pas souvent là, vous bougez beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses, quand vous faites le constat a posteriori, parce que maintenant vos enfants sont grands, est-ce qu'il y a des choses que vous avez loupées et où vous vous dites j'aurais pu faire mieux là-dessus, mais j'ai fait mieux sur telle autre chose et ça fait de moi un bon papa? Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est qu'un bon papa. Ce que je constate, en tout cas pour mes propres enfants, hein, j'ai 3 filles. Ces 3 filles sont heureuses. Ces 3 filles travaillent, elles sont autonomes, elles gagnent leur vie. Elles sont en couple. Elles sont extrêmement libres dans ce qu'elles pensent et dans ce qu'elles vivent. Quand on se voit, on se nourrit et les uns et les autres et on a énormément de plaisir à se voir. Et au fond, si c'est ça, avoir été un papa... en ayant accompagné ses enfants vers la vie d'adulte, et que dans cette vie d'adulte, elles sont épanouies, elles travaillent, elles sont heureuses, et elles vivent, si c'est ça la définition d'un bon papa, alors... C'est un papa câlin ou un papa... Les deux. Non, mais moi, je suis mes filles, c'est une de mes grandes réussites, ou en tout cas un enjeu important de la vie. Donc, j'ai été très câlin, j'ai été aussi... je pense parfois très pédagogique ou un peu dur pour les pousser à être ce qu'elles sont. Je leur ai beaucoup transmis, énormément de choses. C'est pas manichéen, c'est pas être un papa câlin, un papa je sais pas quoi, un papa non. C'est une totalité, et puis elles me le rendent bien aujourd'hui, donc c'est que quelque part il y a eu une forme de réussite. Votre mère est-elle fière de l'homme que vous êtes devenu ? Alors ma mère n'est plus de ce monde, elle est partie juste avant que je parte à Mayotte, en décembre 23. Elle me disait souvent qu'elle ne s'inquiétait jamais pour moi, parce qu'elle me traitait de battant. Et donc, je ne sais pas s'il faut le prendre comme un compliment ou en tout cas une appréciation. En tout cas, elle s'inquiétait jamais pour moi parce qu'elle savait que de toute façon, je retombais toujours sur mes pieds et que je m'en sortais toujours. Alors, est-ce que c'est un compliment? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce qu'elle disait. Vous avez dit « Il restera toujours ici une part de moi-même ». Si dans 10 ans, un enfant mahorais devenu adulte tombe sur votre nom dans un livre d'histoire de Mayotte, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il lise juste à côté de votre photo? Je suis pas un homme de postérité. Ouais, je m'en tamponne le coquillard de savoir ce qu'on pense dans l'avenir. Moi, je sais ce que j'ai fait ici. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait. Tout ce qu'il y avait à donner a été donné. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Ce que la postérité en pensera, ça regarde les uns et les autres. J'ai eu beaucoup de témoignages depuis que mon annonce de départ a été faite. J'ai beaucoup de gens qui sont venus me voir dans la rue, des Mahorais, des enfants, des femmes qui m'ont dit un simple mot qui est très simple et qui suffit parfois à beaucoup de choses. Merci, monsieur le préfet. Donc la postérité, vous savez, moi je suis pas un homme de postérité, j'ai eu le sentiment de remplir ma mission. D'aucuns disent que j'aurais pu faire mieux, ils ont raison, on peut toujours faire mieux. D'aucuns me disent merci pour ce que j'ai fait, ça me touche.
D'autres, ils sont peu nombreux, mais il y en a, forcément, disent que j'ai été un très mauvais préfet. Écoutez, moi, je suis pas un homme de postérité. Ce qui compte, c'est d'avoir la conviction d'avoir fait ce que vous aviez à faire pour répondre aux missions qui étaient la vôtre. Monsieur le préfet, il semblerait que vous avez une petite passion cachée. Vous adorez le débat. Est-ce que c'est vrai? Oui, j'adore le débat. Le chant des femmes mahoraises. Absolument. Qu'est-ce qui vous plaît dans le débat? La poésie, la délicatesse de ce chant en rythme avec les corps. L'absolue délicatesse de cette unité à la fois auditive, corporelle, l'image que ça porte. Et je trouve que c'est très très beau à écouter, à ressentir. Et oui, j'aime beaucoup le débat, oui. Pas seulement, mais ça fait partie des choses que j'écoute volontiers quand je peux le faire, oui. Marhaba, monsieur le préfet. Bon vent dans la Loire. Marhaba, Jackie.